L'impérialisme et ses vassaux sont en folie. C'est ce sujet que j'ai choisi de traiter en guise de conversation en ce début d'après-midi du 20 juin 2025. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? L'impérialisme, c'est la conception selon laquelle la production des richesses d'une communauté politique donnée, d'un État, d'une puissance, est conditionnée par la prédation que cet État, cette puissance, cette communauté exerce sur les autres. L'impérialisme, c'est la doctrine qui veut que le développement de la puissance se fasse toujours au détriment de plus faibles que soi. Donc l'impérialisme, c'est la volonté d'avoir un empire permanent sur la terre des autres, sur l'air des autres, sur le sous-sol des autres, sur les fleuves des autres, sur les océans des autres. L'impérialisme, c'est cette obsession de l'accaparement des richesses de la planète au profit d'une seule puissance ou de certaines puissances. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et même l'Amérique du Nord, tous les continents de cette planète, sont en proie depuis plusieurs siècles aux vagues de l'impérialisme. Le continent africain en particulier aura connu et continue à connaître les assauts de deux formes d'impérialisme. L'impérialisme occidental, depuis le début de la domination romaine, jusqu'à la domination anglo-américaine qui actuellement s'achève, et puis l'impérialisme moyen-oriental, qui a commencé par les traites négrières moyen-orientales, et qui se poursuit aujourd'hui par l'implication de plusieurs puissances du Moyen-Orient en alliance avec l'impérialisme occidental dans la déstabilisation du continent africain. Impérialisme occidental donc, impérialisme moyen-oriental aussi. Mais ces deux impérialismes venus d'Occident et du Moyen-Orient n'ont pu se développer en Afrique qu'en soutenant un phénomène africain particulier, celui des dictatures. Si vous étudiez la carte africaine des dictatures, vous vous rendrez compte qu'elle se recoupe parfaitement avec la carte africaine de la domination impérialiste. Partout où des dictatures, c'est-à-dire des régimes antipopulaires, anti-africains se sont installés, les multinationales des grandes puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales prospèrent au détriment des peuples africains. Donc je voudrais d'abord, d'un point de vue purement théorique, vous amener à reconnaître qu'il y a un lien intime entre l'impérialisme occidental, à la tête duquel se trouve la puissance anglo-américaine, et dont l'organisation majeure est l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il y a un lien intime entre cet impérialisme et l'impérialisme du Moyen-Orient, qui a servi, en quelque sorte, de soutien à l'impérialisme occidental en mettant à sa disposition deux grandes organisations terroristes qui s'appellent Al-Qaïda et l'État islamique. Ces deux grandes organisations terroristes sont une création mutuelle, une création convergente des impérialistes occidentaux et des impérialistes moyen-orientaux. Ces organisations terroristes, donc, qui sont au service de l'impérialisme, d'où le sens de notre ouvrage, l'impérial terrorisme, ces organisations ont pour but de maintenir l'Afrique sous le pouvoir des dictateurs. Les dictateurs étant ceux qui exercent le pouvoir contre les intérêts de leur population. Si vous regardez mon pays natal, le Cameroun, il est tenu par une dictature qui a été imposée dès la fin des années 50 par la puissance colonialiste française. Elle avait été assistée un temps par la puissance colonialiste britannique. Et avant la puissance colonialiste britannique et la puissance colonialiste française, il y avait la puissance colonialiste allemande. L'histoire du régime politique camerounais, qui est une dictature abjecte, imposée à notre peuple depuis les premières élections fraudées par le colon français en 1946, cette histoire-là ne peut pas se comprendre sans l'histoire de l'impérialisme international. Et vous pouvez prendre n'importe quel autre pays aujourd'hui où règne une dictature. Prenez le régime qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire.
Ce régime est soutenu par le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme franco-américain. Il est un régime tenu à bout de bras et soutenu par l'impérialisme occidental et moyen-oriental. C'est ça le régime de Ouattara. Si vous étudiez les régimes dictatoriaux, vous trouverez toujours dans les structures de ces régimes dictatoriaux la présence d'éléments militaires, d'officiers appartenant aux grandes puissances impérialistes. C'est par exemple le cas de la présence des officiers, des militaires israéliens à l'intérieur des appareils sécuritaires des dictatures africaines. L'un des critères pour savoir qu'un régime est une dictature, c'est que vous allez trouver toujours dans toutes les dictatures africaines des officiers israéliens qui travaillent au plus haut niveau de l'État. Or, qui dit Israël dit l'OTAN, qui dit Israël dit les États-Unis d'Amérique. Tout pays africain dans lequel des officiers israéliens sont au cœur de l'appareil d'État est un pays soumis à l'impérialisme moyen-oriental, c'est-à-dire à l'impérialisme occidental. Voilà un petit critère que je vous donne. Étudiez les pays africains en deçà du Sahara, depuis le Sénégal, ou si vous voulez même la Mauritanie, jusqu'en Afrique du Sud. Tout pays dans lequel vous trouverez des officiers israéliens qui sont à l'intérieur de l'appareil d'État est clairement un pays à la botte de l'OTAN. Or, c'est le cas encore aujourd'hui au Sénégal. C'est le cas en Mauritanie. C'est le cas en Gambie. C'est le cas en Guinée-Bissau. C'est le cas en Guinée-Conakry. C'est le cas en Côte d'Ivoire. C'est le cas au Libéria. C'est encore le cas au Togo. Il faut qu'on dise la vérité. C'est encore le cas au Togo. C'est le cas au Bénin. C'est le cas au Nigeria. C'est le cas au Nigeria. C'est le cas au Cameroun. C'est le cas au Gabon. C'est le cas au Gabon. C'est le cas au Congo-Brazzaville. C'est le cas au Congo-Kinshasa, République démocratique. C'est le cas au Rwanda. C'est le cas en Ouganda. Ça commence à être le cas en Angola. Et l'Angola doit se méfier de la zone dans laquelle il est en train d'entrer. Donc tous ces pays où vous voyez l'appareil sécuritaire qui comprend dans ces zones les plus stratégiques des officiers d'une grande puissance de l'OTAN, ce sont des pays qui sont des satellites de l'OTAN. C'est le cas au Maroc. C'est le cas au Maroc. Moi je parle des pays au sud du Sahara. Je laisse l'Afrique du Nord. Je ne parle même pas de l'Algérie. Il n'y a même pas de débat sur l'Algérie. Je ne vous parle pas de l'Afrique du Nord. Laissons l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie. C'est un autre débat. C'est l'Afrique du Nord. C'est une Afrique orientée vers le Moyen-Orient. Tout le monde le sait. Je parle de l'Afrique subsaharienne. Il faut que vous vous rendiez compte qu'il y a un lien intime entre l'impérialisme et le despotisme. Ce lien intime entre l'impérialisme et le despotisme, c'est la soumission militaire. C'est la soumission sécuritaire. Écrivez ça. Voilà. Écrivez. Tilana Yomi. Il y a, voilà la phrase que je veux qu'on retienne dans cette première partie de mon exposé. Il y a un lien intime entre l'impérialisme occidental, l'impérialisme moyen-oriental et les dictatures africaines. Ce lien intime, c'est que l'impérialisme occidental et l'impérialisme moyen-oriental tiennent les dictatures africaines par la domination militaire, la domination sécuritaire, la domination du renseignement. Et je vous donne un critère très simple pour vérifier ce que je vous dis. Vous surveillez la hiérarchie militaire des pays d'Afrique subsaharienne, de la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud. Tout pays d'Afrique subsaharienne qui a dans sa hiérarchie militaire des officiers des pays membres de l'OTAN est un pays vassal de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Le Tchad a commencé à se débarrasser de ces pays membres de l'OTAN. Il n'a pas fini. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a pris des décisions courageuses depuis la fin de l'année 2024. Mais il n'a pas fini de se séparer des troupes de l'OTAN, des conseillers de l'OTAN. Ce n'est pas fini encore. Il faut qu'on lui dise cette vérité-là. Il a commencé. Mais ce n'est pas fini. Ceux qui ont mis fin de manière claire et nette au cœur de l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne,
à la domination de l'impérialisme occidental dans leur structure sécuritaire, à la domination de l'impérialisme occidental dans leur structure de renseignement, c'est principalement les États de l'Alliance des États du Sahel. La République centrafricaine avait commencé ce travail, elle s'est affaiblie parce que le président Touadéra n'a pas été capable de produire le changement qualitatif socio-économique qui était exigé de lui. Il n'en a pas été capable. Il n'a pas été capable d'une vision mise en œuvre qui transforme la condition socio-économique des Centrafricains. Du coup, il est obligé de se rabattre vers une autocratie. Il est obligé de se rabattre vers une dictature. Il est obligé de commencer à imiter Paul Biya en s'autoproclamant président à vie, alors même qu'il ne change pas la vie des Centrafricains. Pas de manière substantielle. Donc, mais enfin, on aurait pu citer la République centrafricaine efficacement dans cette affaire, mais la République centrafricaine est retombée dans un faux rythme. Elle est retombée dans un faux rythme. Le président Touadéra est géopolitiquement, géostratégiquement de moins en moins lisible. C'est un président qui est devenu flou. Or, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, vous devez noter qu'il y a un lien intime entre l'impérialisme occidental, l'impérialisme moyen-oriental et le despotisme africain. Alors, on essaye de présenter comme des dictateurs les présidents Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani, parce qu'ils ont pris le pouvoir par coup d'État. Mais leurs coups d'État ne sont pas à confondre avec les coups d'État de Ouattara Draman, de Biya Paul, de Sassou Nguesso, les coups d'État successifs qu'on a eus au Togo, qui sont des coups d'État civils. On n'a pas à confondre cela avec les coups d'État à la Oligui Nguema ou à la Mamadi Doumbouya. Pourquoi? Les coups d'État qui ont permis l'accès des présidents Goïta, Tiani et Traoré au pouvoir sont des coups d'État révolutionnaires au service des intérêts populaires. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des coups d'État qui ont reçu l'assentiment évident de l'écrasante majorité du peuple. Parce que ce sont des coups d'État faits pour rendre aux pays du Sahel les richesses du Sahel. Alors que tous les autres coups d'État, qui sont des coups d'État néocolonialistes, qu'ils soient civils ou militaires, sont faits pour maintenir les pays africains en coupe réglée sous l'exploitation des multinationales occidentales et moyen-orientales. Il y a là une distinction fondamentale. Une distinction fondamentale que les Africaines et les Africains doivent tenir quand ils analysent. Et voilà pourquoi on ne trouve plus d'officiers de l'OTAN dans la hiérarchie de l'armée malienne. On ne trouve plus d'officiers de l'OTAN dans la hiérarchie de l'armée burkinabé. On ne trouve plus d'officiers de l'OTAN dans la hiérarchie de l'armée nigérienne. C'est terminé. Or, dans tous les autres pays là, qui prétendent, soi-disant, avoir à leur tête des panafricanistes, ils sont sous le contrôle militaire de l'OTAN. Leur hiérarchie militaire est contrôlée nuit au jour par l'OTAN. Mais à l'Union africaine, l'OTAN a un bureau. À la CEDEAO, l'OTAN a un bureau. En Côte d'Ivoire, là, les officiers de l'OTAN siègent dans l'état-major de l'armée ivoirienne. Ils ont leur bureau dans l'état-major de l'armée ivoirienne. Vous comprenez? Alors, maintenant, je passe à la deuxième partie de mon analyse. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Les grandes puissances occidentales et moyen-orientales, occidentales en particulier, sont connues pour utiliser souvent l'argument du chantage démocratique. Je vous ai souvent dit que ces puissances parlent de la démocratie du bout des lèvres. D'abord, elles ne la respectent pas véritablement chez elles-mêmes. Ce sont des puissances où on observe une dérive autoritaire totale. Des États-Unis d'Amérique jusqu'ici en France, c'est la dérive autoritaire. Dans tout le monde occidental, les libertés sont fracassées les unes après les autres. Les peuples sont menacés. Les opposants sont traqués dans tout le monde occidental. Regardez seulement la violence avec laquelle on s'est abattu sur la liberté d'expression au cœur de l'Occident qui prétendait être vraiment le paradis absolu, la liberté d'expression. Regardez le nombre de procès, regardez le nombre de sanctions, regardez le nombre de fois que sur les plateformes, même sur les réseaux sociaux, vous et moi qui sommes là, souvenez-vous du nombre de fois que nous avons été sanctionnés pour avoir exercé librement notre capacité de penser. Et vous comprendrez que le mythe de l'Occident démocratique, pluraliste, ce mythe-là a vécu. Mais il a d'autant plus vécu que l'Occident conserve 12 monarchies. Il y a 12 chefs d'État occidentaux qui ne sont pas élus.
C'est d'autant plus un mythe qui a vécu, c'est-à-dire en fait qui n'impressionne plus personne, qu'on sait que l'Occident est politiquement allié aux pires dictatures du Moyen-Orient, les monarchies moyen-orientales, où il n'y a pas d'élection. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, ce ne sont pas des pays où les chefs sont élus. Et pourtant, ce sont les principaux alliés de l'impérialisme occidental. Donc, si l'Occident ne peut pas détrôner ces 12 monarques, si l'Occident ne peut pas instaurer la démocratie au Moyen-Orient, dans les pays de ses alliés, saoudiens, qataris, émiratis, les gens du Bahreïn, les gens de la Jordanie, toutes ces petites royautés, ces royautés du Moyen-Orient là, on n'a pas pu instaurer la démocratie là-bas. Ce n'est pas aux Africains qu'on va venir faire du chantage démocratique. Ça ne marche plus. Tout le monde voit très bien que la démocratie est une denrée non seulement rare en Occident, où il y a une crise de la représentation politique. Regardez par exemple, la France a un gouvernement sans majorité parlementaire. M. Bayrou n'a gagné aucune élection pour être Premier ministre. Le gouvernement de M. Macron ne dispose pas d'une majorité parlementaire pour gouverner la France. Pourtant, le principe de la démocratie, c'est le principe du gouvernement de la majorité. Donc, rien qu'en prenant la France, on voit déjà que ça ne tient pas debout. Je ne veux pas ici vous faire tout un exposé sur le système, entre guillemets, démocratique américain, où des grands électeurs détiennent un pouvoir, effectivement, de désigner le président des États-Unis, mais les États qui possèdent des grands électeurs ne les possèdent pas toujours proportionnellement à leur population. Les grands électeurs ont été distribués sur la cinquantaine d'États qui composent la Fédération américaine sur la base de rapports de force qui datent du 19e siècle. À l'intérieur des États-Unis, entre les coteries, eh bien, les oligarchies bourgeoises venues d'Europe. Bon, alors donc, l'Occident n'est pas au clair avec sa démocratie, il n'est pas au clair avec la démocratie, et ses meilleurs alliés au Moyen-Orient n'ont rien à voir avec la démocratie. Ce sont des monarchies la plupart du temps théocratiques. Voilà. Donc, il faut, et ça c'est le deuxième élément d'appréciation, il faut bien comprendre que on essaie de présenter comme des dictatures les régimes africains qui sont au service de la cause de la souveraineté populaire. Les régimes qui sont détestés par l'Occident en Afrique sont les régimes qui ont renoncé à servir les richesses africaines aux multinationales occidentales et orientales. Ce sont des régimes qui ont décidé de rendre l'Afrique aux Africains. Ce sont ceux-là que la presse occidentale, manipulée par l'oligarchie, bien sûr, impérialiste occidentale et moyen-orientale, présente comme des dictatures. Alors que des régimes qui ont plongé leur peuple dans une misère de long terme, comme le régime camerounais de Paul Biya, comme le régime d'Alassane Dramane Ouattara, comme les régimes congolais, des régimes qui ont plongé leur peuple dans une domination de long terme, comme le régime du Togo. C'est à peine si on les présente comme une dictature. C'est à peine si on a le courage de les présenter comme une dictature. On ne le fait qu'à l'approche des périodes électorales pour obliger les élites de ces pays-là à se soumettre davantage à l'impérium, le temps de les présenter à nouveau comme la force de l'expérience, la stabilité, la paix, le moindre mal, etc. Donc il ne faut pas que les Africains se laissent impressionner par la propagande, entre guillemets, démocratique occidentale, parce que cette propagande est une propagande mensongère, c'est une propagande pleine de duplicité. Elle ne dit pas la vérité sur la différence entre les régimes populaires, panafricanistes, souverainistes, patriotiques, comme ceux de la Confédération de l'Alliance du Sahel, et puis les autres. Donc je viens à ma troisième idée. Et c'est la dernière idée que je voulais développer dans cette réflexion à haute voix. L'impérialisme occidental et ses valets sont en folie. Il faut que vous voyez bien, Africains, que le conflit qui se déroule actuellement au Moyen-Orient, je l'ai dit, est un conflit africain. C'est un conflit mondial qui se déroule au Moyen-Orient. Les Africaines et les Africains seraient bien naïfs, bien inconséquents de ne pas tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, Israël, soutenu par les États-Unis et par l'ensemble des pays de la coalition occidentale, s'est attaqué à l'Iran pour empêcher l'Iran de développer sa souveraineté nucléaire.
Or, Israël possède l'arme nucléaire. Et Israël n'a pas possédé cette arme nucléaire avec l'accord de l'Iran, avec l'accord de l'Afrique, avec l'accord de l'Asie, etc. Israël a possédé cette arme nucléaire parce que la République d'Israël a été soutenue en ce sens par la coalition occidentale. Autour de l'Iran, il y a des pays qui possèdent l'arme nucléaire. C'est le cas de l'Inde. Comme l'Inde était réputée proche de la coalition de l'OTAN, on l'a laissé développer son arme nucléaire. Le Pakistan était pendant très longtemps proche de la coalition de l'OTAN, on l'a laissé développer son arme nucléaire. Tout pays qui est proche de la coalition de l'OTAN, eh bien, on lui permet de développer son industrie nucléaire. La Turquie qui est là, elle possède l'arme nucléaire. La Turquie possède l'arme nucléaire. Vous voyez ça? Ça, on permet cela à tous les pays qui ont fait, pour ainsi dire, montrer patte blanche devant l'OTAN, c'est-à-dire se sont soumis. On envoie Israël attaquer l'Iran pour empêcher l'Iran de développer son industrie nucléaire. Les Africains estiment que c'est une guerre moyen-orientale, c'est un conflit moyen-oriental, et on voit très bien que le comportement des Africains est un comportement de détachement. Ce n'est pas notre affaire, ça se passe au Moyen-Orient. Tant que nous ne sommes pas cités, nous n'avons pas à nous engager. C'est une erreur. Ce que l'impérialisme est en train de faire au Moyen-Orient n'est rien d'autre qu'un exercice préparatoire à ce qu'il va faire encore davantage en Afrique. Regardez, ils ont donné pouvoir aux dictateurs qui sont au service des intérêts impérialistes occidentaux et des intérêts impérialistes du Moyen-Orient. Ils leur ont donné pouvoir de confisquer le pouvoir. Regardez le comportement d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il empêche 4 candidats de l'opposition d'être candidats. C'est-à-dire, en fait, il empêche l'opposition d'être candidate. Il est soutenu pour cela. Pourquoi? Parce que l'impérialisme veut continuer de tenir les richesses de la Côte d'Ivoire. Biya est en train de recevoir de la part de l'impérialisme la même garantie. Si vous nous garantissez que nos intérêts au Cameroun vont être consolidés par vous ou par l'héritier que vous vous êtes choisi, nous sommes prêts à fermer les yeux sur l'exclusion du peuple camerounais du processus électoral. Et nous nous préparons au Cameroun à un Paul Biya qui va décréter que la majorité même des opposants qui veulent pouvoir revendiquer une victoire à l'élection présidentielle n'ont même pas le droit d'être candidats. Je tiens à vous faire remarquer que c'est une ligne directrice de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. L'exclusion de tous les candidats des oppositions. Je vous fais remarquer que c'est ce qui s'est passé au Gabon. Monsieur Oligui Nguema, pour prendre le pouvoir, a d'abord exclu tous les candidats de l'opposition. Il a exclu tous les candidats de l'opposition. Et il a organisé ce qu'il appelle une élection. Il s'est fait plébisciter sur la base de cette fiction, président de la République du Gabon. C'est le même processus qui est en œuvre en République du Congo, Brazzaville. L'exclusion de tout opposant capable de peser dans une élection. Et ensuite, l'organisation subséquente. C'est-à-dire que l'impérialisme occidental et ses alliés du Moyen-Orient ont donné carte blanche à leurs valets en Afrique pour confisquer le pouvoir. Au motif qu'ils sont menacés par l'avancée des républiques panafricanistes, patriotiques, sahéliennes, soutenues par la Russie, soutenues par la Chine, soutenues par le monde multipolaire, soutenues par le bloc des BRICS. Il faut que vous compreniez cela. Réduire par conséquent l'Iran au silence. Tel est le projet, pas seulement d'Israël, mais c'est le projet de l'OTAN. Mais en réduisant l'Iran au silence, l'OTAN souhaiterait envoyer un message en réalité à l'Afrique. Je vous rappelle que l'Afrique est le plus grand continent de la planète en superficie. L'Afrique est le plus grand continent de la planète en richesse. L'Afrique est le plus grand continent de cette planète en potentiel démographique. D'accord? Donc, toute l'agitation que vous voyez au Moyen-Orient n'a pour but que de rassembler des forces pour attaquer l'Afrique. L'impérialisme est en folie. Parce qu'il se rend compte que s'il perd la bataille de la conquête et de la suprématie totale sur le Moyen-Orient, il n'aura plus les ressources nécessaires pour venir s'attaquer à l'Afrique. L'impérialisme veut s'assurer du contrôle du Moyen-Orient pour pouvoir encercler efficacement l'Afrique. L'attaquer comme il l'a fait en 2010-2011 par deux tenailles.
une tenaille venant de l'Europe et une tenaille venant du Moyen-Orient. Je vous rappelle que le saccage de la Libye a été fait par les armées occidentales en association avec les armées moyen-orientales. Il faut que les Africains se rendent compte de cette tenaille, cette double tenaille. La tenaille par la Méditerranée, la tenaille par le Moyen-Orient sur l'Afrique. Donc, l'augmentation de la puissance de l'Occident sur le Moyen-Orient, sur le Golfe Persique, signifierait la mise de la main de l'Occident et de ses vassaux moyen-orientaux sur des réserves faramineuses, lui permettant de financer une guerre de reconquête contre l'Afrique. Vous avez compris? Et donc voilà, cela signifie que aujourd'hui, les Africains qui sont donc immergés dans la géopolitique, qui ont une conscience des enjeux géopolitiques et géostratégiques mondiaux, les Africains doivent se dresser comme un seul homme pour protester, pour dénoncer l'agression israélienne et l'agression otanienne contre l'Iran. Parce que cette agression israélo-otanienne contre l'Iran n'est rien d'autre en réalité qu'une des étapes préparatoires de la grande agression en cours de l'OTAN contre l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? C'est le sens de mon intervention. Il faut qu'on se rende compte qu'il y a un lien intime entre les dictatures les plus abjectes que nous avons en Afrique et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Parce que j'ai lu trop de commentaires d'Africaines et d'Africains qui ne voient pas le lien, qui ne voient pas le rapport, qui ne voient pas que c'est la coalition qui nous attaque en Afrique qui est en train d'attaquer l'Iran. Mais c'est elle qui a saccagé l'Irak. C'est la même qui avait saccagé la Libye. La même coalition, avec les mêmes méthodes. Leurs bateaux dans les océans, en porte-avions, des campagnes de bombardement, la diabolisation des régimes qu'ils veulent abattre et l'angélisation des régimes diaboliques qui les soutiennent. L'organisation médiatique du mensonge. Vous voyez comment ils mentent dans leur chaîne de télévision. C'est juste incroyable. Je vous rapporte pour finir une anecdote. Une équipe de journalistes français s'était déplacée il y a à peu près 1 an de Paris pour venir à ma rencontre, ici en Normandie. Je ne parle pas de la première équipe dont je vous avais rendu compte, mais la deuxième dont je vous ai un peu rendu compte aussi. Ils ont fait toute une journée. Bon, cette fois-là, je ne les ai pas reçus chez moi. Je les ai rencontrés dans une salle d'enregistrement prévue à cet effet au centre-ville de Rouen. Et ils m'ont écouté, enregistré, filmé pendant pratiquement 3 heures de temps. Toute une matinée a été passée en leur compagnie. Toutes les questions les plus difficiles qu'on puisse poser à un intellectuel panafricaniste révolutionnaire m'ont été posées. J'y ai répondu. Pendant 1 an, ces journalistes se sont retrouvés avec les bandes vidéo et audio de mes réponses à leurs questions. Et pendant 1 an de travail pour préparer leur documentaire, c'est seulement il y a 3 ou 4 jours que j'ai reçu un SMS d'une des journalistes m'expliquant que le documentaire est sorti, mais que malheureusement, on n'a pas pu publier mon interview à l'intérieur de ce documentaire. Car on a préféré donner la parole à une panafricaniste, on ne m'a pas dit laquelle, je ne sais pas laquelle, je verrai ça en découvrant leur documentaire, qui vivrait sur le continent africain. On ne m'a pas donné le nom. Je vous donne cette anecdote pour que vous compreniez à quel point l'Occident tremble quand il a affaire à des Africains cultivés, instruits, vigilants, éveillés et courageux. La seule raison pour laquelle TF1, France Télévisions, qui ont envoyé une équipe ici, avec caméra, ils ont dépensé pour venir me rencontrer là. Ils ont fait une dépense, je pense, minimum 3 000 €. C'est l'équivalent de presque 3 000 €. Pour la journée qu'ils sont venus avec moi. Pas 3 000 € qu'ils m'ont versé. Mais je veux dire, ils ont réservé une salle, ils ont installé une salle d'enregistrement, ils ont payé des véhicules de transport. C'était une équipe de télévision qui est venue me voir. Vous comprenez? Une équipe de télévision. Que un groupe aussi important que France Télévisions, que TF1, etc., déplace une équipe de télévision pour rencontrer un intellectuel panafricaniste.
révolutionnaire. Et qu'au bout d'un an, il conclut qu'il ne faut surtout pas publier l'interview. Vous comprenez ce que ça signifie pour l'Occident? Un aveu de faiblesse intellectuelle. Un aveu de faiblesse intellectuelle. D'autant plus que la journaliste qui m'écrit pour m'expliquer qu'on leur a en fait tapé sur le doigt, on leur a dit ça ne peut pas sortir. Vous ne pouvez pas laisser parler ce monsieur sur France Télévisions pendant 30 minutes. C'est pas possible. S'il parle sur France Télévisions pendant 30 minutes, on est mort. Vous ne pouvez pas lui donner la parole sur une émission de TF1 pendant 30 minutes. C'est pas possible. Dans un documentaire. Lui. Mais quelle erreur ce serait. Il aura fallu 1 an pour se rendre compte qu'ils ne peuvent pas me contredire. Parce que dans l'interview, les journalistes de France, de TF1, de France Télévisions qui étaient là, ils m'ont posé des questions. Hein. J'étais en compagnie de mon fils aîné. Je parle, il est assis, il n'est pas loin, il entend ce que je dis. J'étais en sa compagnie d'ailleurs, il a pu filmer certains extraits de cette journée d'interview que je vais republier. Ils ont posé toutes les questions les plus difficiles qu'on puisse poser à un Africain aujourd'hui. Je leur ai donné les réponses les plus pédagogiques, les plus détaillées, les plus amples. L'une des journalistes a même voulu entrer avec moi dans une espèce de duel d'argumentation. Je l'ai déconstruite calmement. Je l'ai amenée à l'école de l'histoire africaine. Et au bout des 3 heures passées avec ces dames, elles sont venues me saluer en disant « On n'imaginait pas tout ce que vous pouviez nous révéler sur l'histoire des relations franco-africaines. » Même dans le message de la journaliste, pour m'expliquer que finalement ils ne vont pas publier l'interview, il y a une larme à l'œil. Elles se sont déplacées, ces dames, ont passé une journée entière pour enregistrer un homme, et le couperet est tombé, sans doute venu des très hauts lieux de la République française. Celui-là, il ne faut surtout pas qu'il parle sur nos chaînes. Si donc, en effet, cette puissance avait pour elle la vérité, si elle avait pour elle la justice, pourquoi aurait-elle peur de confronter ses meilleurs intellectuels à ceux qui contestent sa domination en Afrique? Si l'impérialisme occidental avait raison, mais pourquoi recourt-il à la censure? Pourquoi ne recourt-il pas à la contre-argumentation? C'est-à-dire, voilà, si ce que dit Nyamsi ou Cameroun ou Africa, votre serviteur actuellement, si ce que je dis est faux, mais pourquoi ne pas simplement donner la parole à des gens qui vont me contredire, tout en me laissant, moi aussi, m'exprimer? Les mêmes qui se plaignent que nous nous exprimions sur Sputnik, que nous nous exprimions sur Russia Today, les mêmes qui se plaignent que nous nous exprimons sur les médias du monde multipolaire, sont les premiers à nous censurer quand nous leur donnons l'occasion de nous exprimer sur leurs médias. Russia Today me donne l'antenne, je parle, je dis ce que je pense. France 24 ne veut pas. France Télévisions ne veut pas. TF1 ne veut pas. France 2, tout ça là, ils ne veulent pas. Est-ce de ma faute? Est-ce parce que je ne suis pas disponible? Je leur ai donné une journée. Toute une journée. Et il n'a pas été facile pour moi d'accepter. C'est pendant pratiquement 3 mois que ces journalistes m'ont appelé, m'ont convaincu de la nécessité de faire cette interview. J'en avais déjà fait une. Et lors de la précédente, c'était RFI et France 24 qui sont venus ici à la maison. J'ai heureusement enregistré tout ce que je leur avais dit. Cette fois-ci, ils ont réservé une villa, je dis bien une villa, un petit chalet, un chalet même, dans le centre-ville de Rouen, pour, eh bien, faire cette journée d'enregistrement. Finalement, ils me disent non. Nous ne pourrons pas publier ce que vous avez dit. Ce n'est pas parce que ce que vous avez dit n'était pas intéressant, mais la direction a jugé que ce n'était pas opportun de publier votre interview. Vous voyez? C'est ça ce que j'appelle l'impérialisme occidental, moyen-oriental en folie, comme les dictatures africaines. D'où vient la folie? C'est le fait qu'ils ont perdu la raison. C'est le fait qu'ils n'ont pas raison. C'est le fait qu'ils ne peuvent pas justifier leur politique. Pourquoi est-ce qu'ils sont affolés? Parce qu'ils ne peuvent plus tromper le monde. Pourquoi les impérialistes occidentaux, moyen-orientaux et leurs alliés, les despotes africains,
sont devenus aussi durs, aussi méchants? C'est parce que leur défaillance intellectuelle, morale et spirituelle est désormais dénudée sur la terre. Tout le monde sait qu'ils mentent. Tout le monde sait qu'ils sont injustes. Tout le monde sait qu'ils sont dans le double standard, le double langage, la duplicité. Tout le monde sait la monstruosité de cette politique internationale. Voilà leur faiblesse. Et voilà pourquoi ils ne supportent même pas le face-à-face avec ceux qui sont au service de la vérité et de la justice. Donc soutien, d'abord, aux nations révolutionnaires panafricanistes. Soutien aux dirigeants qui prennent le pouvoir pour servir leur peuple. Telle est notre ambition, aux côtés du leader de Génération et Peuple Solidaire en Côte d'Ivoire. Prendre le pouvoir pour servir le peuple ivoirien. Telle est notre ambition au niveau du mouvement des Lions et Lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun. Prendre le pouvoir pour servir le peuple camerounais. Telle est l'ambition de toute véritable africaine, de tout véritable africain sur cette terre qui veut s'intéresser à la chose politique. Servir l'intérêt souverain de nos peuples. Cette ambition, elle mérite d'être saluée. Partage la vidéo et puis abonne-toi.